À la une de ce 20h, les forces armées maliennes plus haut et renforcent leur puissance de feu dans les airs. Les femmes ont reçu aujourd'hui les clés d'un important lot de vecteurs aériens pour faire face à la situation d'insécurité, fruit de la coopération Mali-Russie. Cette acquisition traduit la volonté du président de la transition de rendre les femmes plus professionnelles et mieux équipées. Juges électoraux et société civile, quelle complémentarité pour les élections réussies au Mali. Thème d'une journée d'échange à Bamako. Le but, promouvoir le droit à la participation électorale aux citoyens et contribuer à l'éveil de la conscience patriotique et la planification de l'espace politique. Le savez-vous, ce mardi 9 août 2022, l'hymne national du Mali a 60 ans. Il a été adopté par l'Assemblée nationale en 1962 sous la Première République. La rédaction consacre ce soir un grand format, ce symbole de l'État, dans un contexte très particulier que traverse le pays. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. De nouveaux aéronefs pour le Mali. Le président de la transition a officiellement remis au chef d'état-major de l'armée de l'air les clés d'un important lot de vecteurs aériens pour faire face à la situation d'insécurité. Ce sont des avions de chasse, de transport de troupes, d'hélicoptères de combat et de radars de surveillance. Ces équipements sont acquis grâce au partenariat entre Bamako et Moscou. Ils vont renforcer l'armée de l'air dans ses missions quotidiennes. L'acquisition de ces équipements traduit la volonté du chef de l'État, chef suprême des armées, de refonder l'armée malienne, de la rendre professionnelle et mieux équipée. Voyons d'abord le cérémonial. Le déroulé, c'est avec Sira Batili. La responsabilité d'un chef suprême des armées devant l'histoire, celle d'un Mali invincible. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'assume face aux urgences sécuritaires. Le Mali se met haut pour traquer les terroristes et s'offre de nouveaux aéronefs de combat. Avions de chasse, ceux de transport des troupes, des hélicoptères de combat et des radars de surveillance. Un important lot d'équipements dont un échantillon a été présenté à l'assistance. Pas de chiffre exact à ce niveau, secret de défense oblige. Jour mémorable donc, avec un cérémonial plein de sens au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, qui donne de l'espoir d'un Mali qui renaît. Le président de la transition revoit les troupes, lui rendant les hommages. Et le chef d'état-major de l'armée de l'air de faire observer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le Mali, qu'ils soient militaires ou civils. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. Le président Goïta remet officiellement les clés de ses aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air et sa vision pour la défense et la sécurité est rappelée par le ministre en charge de ce département, le colonel Sadio Kamara. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture
plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Jamais relâché jusqu'à recouvrir l'ensemble du territoire national, un territoire si vaste et au centre d'intérêts multiples. Beaucoup d'obstacles à relever. Ces équipements constituent une réponse à tout cela, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants. La cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font de l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Au peuple du Mali, l'armée est reconnaissante. La trajectoire ainsi tracée pour baliser la voie de la sécurité. Les Maliens en ont fortement besoin et surtout d'assurance. Ce peuple qui est derrière son armée et qui aspire à une vie paisible. Cette aspiration est à la charge de ceux qui ont choisi le métier des armes. Et partons à présent à la découverte de certains équipements. Nous vous présentons 3 types d'aéronefs acquis. Le Sukhoi ou Su-25 bombardier, un avion de chasse avec une vitesse de 1000 km/h. Le L-39 Albatros qui peut emporter des missiles. Et l'hélicoptère Mi-24 pour le transport des combattants et des bombes. Sira Badjili nous plonge dans l'univers de ces avions de combat. Frappé fort et soulagé, l'armée de l'air se renforce avec ses nouveaux aéronefs, de quoi rassurer les Maliens. Une parade de démonstration devant un public et des partenaires acquis à la cause de la sécurité au Mali. Et ça commence par le Sukhoi ou Su-25 bombardier, un avion de chasse avec un appui aux troupes au sol et des bombardements pour détruire les bases logistiques de l'ennemi. Le poids maximum au décollage est de 17 tonnes. L'avion peut avoir une vitesse de croisière de 750 km/h. La vitesse maximum est de 1000 km/h. Voici le L-39 Albatros avec ses 5 tonnes 500 comme poids au décollage. La vitesse de croisière est de 400 km/h. Le L-39 Albatros peut franchir une distance maximum de 1000 km. En matière d'armement, il peut emporter des bombes de 100 kg de missiles L-SOR et des roquettes de 50 mm. L'hélicoptère Mi-24P peut prendre 3 membres d'équipage plus 7 passagers ou combattants. 2 tonnes au décollage, la vitesse de croisière est de 250 km/h. En matière d'armement, il peut transporter des bombes de 100 kg jusqu'à 250 kg. Des roquettes C-8. Il est muni d'un canon de 23 mm. Il assure des missions de combat, appuie les troupes au sol, des missions d'évacuation sanitaire, des missions de recherche de sauvetage et des missions de reconnaissance offensive. La tendance est en train de changer, l'initiative change de camp. Je peux dire que la peur change de camp. Cela ne veut pas dire, comme on l'entend parfois, qu'il n'y aura pas d'attaque. On l'a vu encore malheureusement très récemment avec l'attaque de Tessit, avec les attentats de Kati. L'ennemi cherchera toujours à nous frapper. Parfois il va réussir. La plupart du temps, nous réussirons à l'empêcher et nous le poursuivrons. Mais chaque fois qu'il va passer, ce sera une fois de trop. Et nous ne pouvons, sur cette base, dormir sur nos lauriers. Ils étaient là, ces anciens de l'armée de l'air, témoins de l'histoire. Ils constatent avec une grande émotion cette montée en puissance de l'armée. J'ai un sentiment de fierté, de satisfaction, parce qu'à mon temps, on a fait quelque chose. C'est comme une renaissance de l'armée de l'air. Ce qui exprime un des éléments de ma joie aujourd'hui, de voir que j'ai un de mes jeunes qui est porteur de ce flambeau pour faire renaître l'armée de l'air de sa cendre. Nous étions l'armée de l'air la plus forte de la sous-région qui pouvait opérer sans assistance technique. Et j'ai fait plus de 20 ans sur le MiG-21, les avions de chasse. Pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui
comme il a dit, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la menace terroriste est à nos portes. La menace terroriste est là et c'est ce que les autorités de la transition ont compris et ont opéré au bon moment. De quoi rassurer les populations et répondre efficacement sur le terrain. C'est ce qu'on pouvait retenir de cette cérémonie tenue aujourd'hui donc à Bamako avec les reportages signés Sira Batili. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a présidé ce mardi un conseil de cabinet consacré au projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2022. Les dépenses dans le projet de loi rectifié se chiffrent à 2647 milliards de francs CFA contre 2748 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale. Les explications avec le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou. Il est au micro de Mariam Kone. L'article 47 de la loi 2013-028 stipule que lorsque les conditions de l'équilibre du budget changent, le ministre de l'économie et des finances a la latitude de prendre toutes les dispositions pour faire une révision budgétaire afin de tenir compte des changements, de l'évolution de l'environnement qui sont intervenus. Nous avons constaté au courant de l'exercice 2022 de janvier à maintenant que la crise ukrainienne qui est intervenue a renchéri le coût des denrées alimentaires et a également impacté la croissance dans tous les pays du monde. La deuxième chose, c'est que notre pays a été sanctionné par la CEDEAO et l'UEMOA, toutes choses qui ont fait qu'on a eu un ralentissement de l'activité économique, notamment au niveau des services des transports, au niveau des banques, au niveau du commerce. Donc toutes choses qui font qu'aujourd'hui, notre équilibre budgétaire risque d'être rompu, car les recettes que nous attendons liées au commerce, notamment la fiscalité liée à la douane, risquent de ne pas être atteints. Comme ces objectifs ne seront pas atteints, nous avons estimé que nous risquons de perdre à peu près 190 milliards de recettes. Donc il fallait nécessairement revoir comment redistribuer les dépenses. Voilà pourquoi cet après-midi, nous avons fait un exercice que nous avons présenté en conseil de cabinet qui a été adopté et qui sera présenté en conseil des ministres demain. De quoi il s'agit-il réellement? Donc, étant donné qu'on a une baisse des recettes budgétaires de 190 milliards, nous devons également tenir compte de deux facteurs importants. L'année dernière, on a eu une discussion avec les syndicats qui a amené une unification de la grille au niveau de la fonction publique, ce qui devait avoir un effet complémentaire sur ce petit exercice qui n'était pas forcément budgété au début de l'exercice. Donc nous avons vu qu'on a une dépense supplémentaire en salaire de 66 milliards de francs CFA qu'il fallait mettre dans le budget. Il y avait une seconde dépense supplémentaire, c'est les dépenses liées à la sécurisation de tout le territoire. Nous avons engagé 113 milliards supplémentaires dans les dépenses liées à la sécurisation du territoire, notamment au niveau du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité. Ces deux montants qui font 175 milliards vont venir augmenter les dépenses. Il s'agira alors de réduire de 318 milliards les dépenses des autres ministères afin de pouvoir avoir un budget plus ou moins équilibré et ressortir avec des taux de déficit budgétaire similaires au déficit initial qui était prévu dans la loi de finances. Donc on a un creusement du déficit de 47 milliards de francs liés donc aux impacts de toutes les évolutions que nous avons connues dans l'environnement. Et dans la foulée, nous apprenons auprès du ministère de l'économie et des finances que le Mali vient de lever le pari inédit en soulevant 277 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA avec une bonne participation des investisseurs des 8 pays de l'Union. En effet, pour rembourser 220 milliards d'échéances tombées pendant l'embargo, le Trésor public malien a sollicité les investisseurs pour 270 milliards et a obtenu une réaction favorable à hauteur de 102%, soit 277 milliards de francs CFA. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs en l'État malien, en son gouvernement et en la politique économique et budgétaire des plus hautes autorités du pays. On en parlait hier, visite de travail du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Alger. Hier, le chef de la diplomatie malienne s'est entretenu avec son homologue algérien, Abdoulaye Diop, et Ramtan Lamamra ont notamment évoqué le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Algérie dans divers domaines.
La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger était aussi au menu des échanges. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie malienne à l'issue de cet entretien. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation fraternelle et amicale de mon aîné, Ramtan Lamamra, pour me rendre ici en Algérie dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail qui se situe dans le cadre de consultations régulières que nous avons dans le souci de pouvoir approfondir nos relations et aussi partager nos analyses des situations respectives dans nos pays, des situations politiques, sécuritaires et des dynamiques au niveau de notre région et de partager aussi les analyses par rapport à notre lecture de ce qui se passe au-delà et qui a un impact sur notre travail. Je dois dire que je me réjouis d'avoir eu cette opportunité, d'avoir ces échanges. Je suis là aussi, en particulier aussi, je me réjouis de l'engagement de notre aîné, le président Abdelmajid Tebboune, qui a une relation particulière avec le Mali et même avec certaines régions du Mali qu'il connaît dans le détail. Nous sommes réjouis toujours de l'intérêt et de l'importance qu'il accorde au Mali, à la relation entre le Mali et l'Algérie, qui doivent être toujours des facteurs pour propager la paix, la stabilité dans la région. Nous nous sommes particulièrement réjouis récemment aussi des déclarations fortes tenues par le président Tebboune, qui a réaffirmé l'attachement de la République algérienne démocratique et populaire à l'unité, à l'intégrité territoriale du Mali et aussi à l'importance pour les parties maliennes d'avancer plus vite et plus en profondeur par rapport à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui est d'abord dans l'intérêt des Maliens eux-mêmes. Juge électoral et société civile, quelle complémentarité pour les élections réussies au Mali? C'est le thème de la journée d'échange avec la société civile, une initiative du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, en collaboration avec la Cour constitutionnelle et d'autres partenaires. Le reportage est signé Mamadou Fané. La société civile joue un rôle de sentinelle dans notre démocratie qui se veut pluraliste. Elle est à ce titre un vecteur de communication et de sensibilisation, devenant une partenaire incontournable et même indispensable pour une meilleure compréhension des missions de la Cour constitutionnelle. D'où cette journée d'échange avec cette 5e institution de la République. Le rôle du juge électoral dans la réussite d'une élection est fondamental et des actions d'accompagnement demeurent nécessaires auprès des organisations de la société civile et des citoyens tout court, en vue d'une meilleure compréhension des rôles et responsabilités. Les organisations de la société civile ont en effet vu leur rôle s'accroître dans les processus électoraux des contextes transitionnels, du fait de la désectorisation qui leur a permis de se positionner à côté des partis politiques en médiateurs alternatifs entre les citoyens et les pouvoirs publics. En ce sens, elle représente un complément indispensable et nécessaire pour la Cour constitutionnelle, dont l'article 86 de la Constitution prévoit, entre autres, qu'elle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats. Il s'agit à travers cette journée de faire connaître la Cour constitutionnelle, ses missions, ses compétences et ses méthodologies et techniques de traitement des résultats électoraux et sa fonction des droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de juge électoral, et la société civile ont individuellement et ensemble des rôles et missions extrêmement importants à jouer pour aboutir à des élections transparentes, crédible, sincère et apaisée. La Cour s'est inscrite dans une démarche d'ouverture afin de se faire découvrir et connaître, et davantage connaître par toutes les parties prenantes au processus électoral. Il y va de la démocratie et en sens inverse, nous irons découvrir d'autres espaces publics. Au terme de cette rencontre, la société civile sera édifiée sur la Constitution, le rôle et les missions de la Cour constitutionnelle et son appui conseil, toute chose qui pourra davantage contribuer à pacifier le climat politique des élections.
Restons avec les organisations de la société civile. Elles sont réunies avec les médias pour s'informer sur le contenu de la nouvelle loi électorale. Les échanges portent essentiellement sur les innovations majeures, une initiative de NDI et ses partenaires. Nouhoum Sissoko. Le Mali s'est doté d'une nouvelle loi électorale. Le NDI, National Democratic Institute ou Institut national pour la démocratie, en collaboration avec la CEPE, Charte d'engagement public pour l'émergence, a initié un atelier d'appropriation de cette loi à l'intention des leaders d'organisations de la société civile et ceux de médias. La loi électorale est la pierre angulaire. Sa maîtrise est fondamentale pour le succès du processus électoral. En informant mieux les organisations de la société civile qui sont en contact direct avec les populations à la base, nous pensons que celles-ci joueront leur rôle d'éducation des populations et mettront à la disposition de ces dernières les informations vraies sur la nouvelle loi électorale. Les participants seront outillés sur la loi électorale, l'EG, autorité indépendante de gestion des élections, sa composition, son fonctionnement, ses attributions, la place du ministère de l'administration territoriale dans les élections, les responsabilités des organisations de la société civile dans la vulgarisation de la loi électorale auprès des communautés et ses enjeux sur les prochaines échéances électorales. Il ne s'agit pas au cours de cette rencontre de dire qu'il y a telle disposition de la loi qui ne sont pas bonnes. On a dépassé ça, c'est fini. Elle a été promulguée par le président de la transition, chef de l'État. Il faut maintenant la mettre en œuvre. Et l'enjeu de cette réunion, comment la mettre en œuvre sans la connaissance, sans le savoir, mais sur quoi vous allez travailler. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est pour connaître, savoir le contenu de cette loi, dont le contenu n'est plus à discuter. Il faut mettre en œuvre. C'est une loi de la République. Près de 50 acteurs venant d'organisations de la société civile et de médias prennent part à cet atelier d'information et de sensibilisation sur les innovations majeures dans la nouvelle loi électorale. Demain 10 août, le Mali célèbre la 5e édition de la Journée africaine de l'État civil, couplée à la 10e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Ces journées constituent une occasion de sensibiliser le public sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et donne l'opportunité aux peuples africains d'échanger sur les défis majeurs auxquels sont confrontés leurs États respectifs. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a livré un message dans ce sens au micro de Awa Ditma Kamara. L'état civil est une priorité pour le gouvernement du Mali et son intérêt est primordial dans la mesure où il confère à chaque personne une existence légale. À travers les initiatives entreprises par le gouvernement, le Mali adhère à la dynamique internationale visant à promouvoir l'enregistrement universel à l'état civil. À ce titre, le RAVEC a été institué en 2009 pour améliorer significativement les taux d'enregistrement des naissances. Dans le contexte actuel de développement des technologies digitales, les enjeux de l'identité légale basés sur l'état civil sont nombreux. En effet, l'existence d'un état civil fiable, inclusif et sécurisé constitue le fondement du système informatisé d'état civil vers lequel le Mali tend. À l'occasion de la 5e journée de l'enregistrement des faits de l'état civil et des statistiques de l'état civil, il convient de signaler que les taux d'enregistrement des faits de l'état civil au Mali sont estimés à 87% pour les naissances, 50% pour les mariages et 20% pour les décès. Cette tendance est à soutenir et à amplifier afin que chaque citoyen, où qu'il soit prise en compte. La célébration de cette journée coïncide avec celle de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. En optant pour la décentralisation, le Mali a choisi de réformer en profondeur ses institutions et de donner aux autorités locales un rôle central dans la prise en charge des questions de développement à la base. Au nombre de ces avancées,
entre 2021 et 2022 et qui se résume entre autres à l'effectivité des transferts de ressources de l'État aux collectivités territoriales dont le taux aujourd'hui a atteint 25,17% en 2022, correspondant à la somme de 471,978 milliards de francs CFA. L'appui aux régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissement structurants, concourant à la fourniture des services de qualité à nos populations, en cohérence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Autre titre de ce 20h, ce 9 août 2022, l'hymne national du Mali a 60 ans, un hymne adopté par l'Assemblée nationale en 1962 sous la Première République. Que ressentez-vous quand vous entendez ce chant en l'honneur du Mali? Quelle partie de notre hymne national vous convainc au patriotisme? Réponse dans le grand format de la rédaction consacrée à ce symbole de l'État, Alpha Maïga. L'hymne national du Mali est annonciateur des symboles de l'État. L'hymne cristallise un souvenir, une actualité et un futur du Mali. C'est une composition musicale qui représente symboliquement l'État sur le plan international, comme les autres allégories, le drapeau, les sceaux. Maintenant, sur le plan interne, ça traduit les grandes valeurs de la nation. Les valeurs fondamentales qui sont proclamées, c'est l'unité, la liberté, c'est l'Afrique et le Mali. La musique a été composée par le grand chantre Banzmana Sissoko, qui a accompagné les textes élaborés par l'équipe du Dr Seroubaya. C'est la médiation et l'exhortation au Mali nouveau. Il s'articule autour du civisme et du patriotisme. Pour toi, Mali, pour l'Afrique, notre drapeau sera la liberté. Pour toi, Mali et l'Afrique, notre combat sera l'unité. Donc, c'est l'unité de la nation qui est recherchée à travers ces symboles. C'est pourquoi on invite les gens à être debout sur les remparts pour contrer les ennemis extérieurs. Pour moi, l'hymne représente l'amour du pays. Voilà pourquoi je l'aime. Et à chaque fois que je l'entends, je suis complètement émerveillé. 60 ans dans la vie d'une nation, c'est beaucoup. Quand on chantonne l'hymne national du Mali, où que tu sois, c'est une vibration, c'est une fierté, c'est l'émotion. Aussi, l'hymne national appelle à une pensée profonde et sincère pour les pères de l'indépendance, aussi pour ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin. Quand j'entends l'hymne national, c'est quelque chose qui nous parle, les Maliens. Ce n'est pas seulement de chanter l'hymne national. Les Maliens savent ce que veut dire l'hymne national du Mali. L'hymne national est une loi qui est délibérée, votée par l'Assemblée nationale. Ahmad Alassane Haïdara était le président de l'Assemblée nationale. Ils étaient 62 députés à peu près. C'est à Bagdadi qu'ils ont adopté cette loi-là. L'hymne national nous impose un devoir, celui de la responsabilité à l'égard de la collectivité, voire un dépassement permanent de tout un chacun. En clair, il s'agit de se montrer à la hauteur des défis. Défis qui ont pour nom la défense, le rayonnement et l'émergence du pays. Plaisir à écouter. L'Allemagne apporte un appui technique à 3 centres culturels privés et au Palais de la Culture Amadou en Patéba. Ce sont des kits lourds de son, de lumière, d'audiovisuel ou encore d'informatique. Le geste s'inscrit dans le cadre du projet Donko Nimaya, Cheikh Oumar Sangaré et Mbarakou Maïga pour le reportage. 4 sobres, 8 questions de basse, 12 baffles satellites, 12 amplificateurs de puissance, 12 haut-parleurs retour de scène, une console numérique. Bref, ces matériels reçus totalisent près de 30 kW de puissance sonore supplémentaire pour la
3000 places, Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampatiba, un haut lieu qui abrite les grands événements depuis 4 décennies. Par ces gestes, le projet Donkoni Maya, il faut entendre par là culture et humanité, joue gros au nom de la coopération Mali-Allemagne. La promotion des espaces de production et de diffusion culturelle est essentielle afin d'offrir des espaces d'expression libres, permettant à la population de se retrouver et de développer un esprit de citoyenneté. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à travers le projet Donkoni Maya à la promotion de ces espaces d'expression. Je voudrais par la même occasion saluer particulièrement la coopération allemande pour cette donation qui contribuera à améliorer les conditions de travail des agents de services bénéficiaires. J'en profite pour rappeler la bonne santé des liens de la coopération entre nos deux pays. En plus de la structure étatique qu'est le Palais de la Culture, l'espace Walaha a bénéficié des matériels audiovisuels, le Club Africa a eu des matériels de son et lumière et la Galerie Médina a reçu, elle, des matériels de sonorisation et d'informatique. On a l'habitude des subventions dans le secteur de la culture, des soutiens dans le secteur de la culture. Mais le projet Donkoni Maya, c'est un soutien où il y a un impact palpable. La preuve, vous avez du matériel ici. Rappelons que le projet Donkoni Maya est une contribution du ministère fédéral des Affaires étrangères allemande à la cohésion sociale par le biais de la promotion culturelle au Mali. Rencontre des associations et confessions religieuses avec leur département de tutelle. C'est un cadre de dialogue qui vise à consolider les relations entre les deux parties. L'initiative est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement Alpha Maïga. Elles sont plusieurs associations et confessions religieuses réunies dans cette salle, une initiative du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La réunion de 2 jours a pour objectif de partager avec les organisations religieuses les projets et préoccupations du moment. Ensuite, recueillir les différents points de vue pour recadrer le programme d'activité du département en cours d'exécution. Monsieur le leader religieux, cultuel et coutumier, toutes tendances confondues, chrétiennes, musulmanes et croyances traditionnelles, vos actions quotidiennes et ponctuelles de solidarité et de soutien aux différentes couches sociales ne nous sont pas cachées. Elles sont notées et appréciées par le gouvernement. Par ma voix, le ministre et tous ses collègues, membres du gouvernement, vous demandent de continuer à prier pour le retour de la paix et la quiétude au Mali, gage d'une sortie durable de crise. Je suis particulièrement heureux de la sagesse dont vous faites preuve à transcender les conflits sociaux et économiques. Cela rassure la conscience collective et incite les cœurs à solliciter votre concours pour la médiation et la résolution non violente des conflits, tout comme il entretient l'espoir de toute la nation malienne. Tour à tour, les premiers responsables des différentes associations et confessions religieuses se sont réjouis de cette initiative et du coup salué les initiateurs. Une initiative qui bénéficie de l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. Informer et sensibiliser les déplacés de Faladji et de Niamakoro, ici à Bamako, sur les dangers liés à leur présence sur ces sites insalubres. C'est la mission que s'est assignée le ministre délégué en charge de l'action humanitaire. Il a également saisi l'occasion pour demander aux déplacés de ne jamais accepter des terroristes parmi eux et de les dénoncer au cas échéant. Toutefois, le ministre Oumarou Diarra leur a demandé d'éviter toute stigmatisation. Al-Husseini Touré. Le site de Faladji ainsi que celui de Niamana totalisent un peu plus de 1000 personnes. Ces ménages vivent dans une promiscuité, une hygiène qui laisse à désirer, d'où la nécessité pour le gouvernement de les reloger sur un nouveau site situé à Sénou. Déjà, Djalagorobougou a déjà été déplacé sur le site de Sénou et nous sommes en train de travailler tout en créant les conditions nécessaires afin de permettre à ces populations d'être sur les mêmes espaces pour leur permettre une meilleure condition de vie sur le plan santé, hygiénique et même le retour des enfants déplacés à l'école. Par ailleurs, il a été demandé aux populations des deux sites de dénoncer tout malfaiteur potentiel tout en évitant la stigmatisation. Nous avons voulu cette sortie sur les sites de déplacés
afin de sensibiliser les déplacés à avoir une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité, tout en dénonçant tout mouvement suspect au niveau des camps de déplacés. Aussi, inviter l'ensemble de la population à éviter l'amalgame, que les gens n'attaquent pas quelqu'un selon son apparence, tout en le stigmatisant ou en disant qu'il est terroriste sans avoir des preuves tangibles. Le ministre Diarra n'a pas manqué de relayer le message de remerciement du président de la transition envers les populations maliennes en général et celles des sites de recasement en particulier pour leur résilience. L'objectif ultime, dit-il, est d'obtenir une pacification du pays afin que chacun puisse regagner son village d'origine. Le ministre Oumarou Diarra sur le site des déplacés à Faladje et à Niamana. Fin du projet Vue du Front 2019. Le projet avait pour but d'évaluer la réduction des risques de catastrophes au niveau local et de renforcer la résilience de la population. Et les enquêtes relèvent ou révèlent que l'inondation est le principal souci des populations. Valentin Roger Diallo. Depuis une dizaine d'années, le Mali vit une crise multidimensionnelle ayant engendré une insécurité grandissante et la montée de l'extrémisme violent. À ceci s'ajoutent les inondations et l'insécurité alimentaire. Le projet Vue du Front 2019, qui est à son terme, avait pour objectif d'évaluer la réduction des risques de catastrophes au niveau local. Cet atelier doit permettre de partager les résultats obtenus avec les acteurs nationaux. Nous avons travaillé avec des ONG qui interviennent au niveau local, notamment à Tombouctou, à Mopti, à Koulikoro et dans le district de Bamako. Les principales crises au Mali qui ont été détectées, c'était vraiment lié à l'inondation. Les populations vont construire leurs maisons sur les lits du fleuve, sur des bas-fonds ou sur des endroits qui ne sont pas appropriés à la construction. Le projet a été structuré à 3 niveaux. La première phase a été relative à la compréhension donc, des facteurs de vulnérabilité au Mali. Après, passer à la planification avec les communautés pour mieux comprendre comment est-ce que les communautés pensent contribuer à la résolution de ces problèmes. Et enfin, contribuer à mettre en œuvre quelques activités identifiées par les communautés. Les acteurs du secteur de la sécurité et de l'environnement espèrent que ce projet s'étendra dans d'autres régions. Le Mali compte aujourd'hui une vingtaine de régions et c'est pourquoi d'ailleurs le thème qui suit et qui était la demande de M. le modérateur, c'est de faire un plaidoyer pour qu'on puisse aller dans d'autres régions, continuer ce même programme pour nous permettre de voir d'autres réalités et à la longue nous permettre d'avoir un bon document de planification, un bon document de plaidoyer. À la fin des travaux, un rapport final est attendu. Il servira de plaidoyer à l'endroit des autorités du pays. Environ 600 millions de francs CFA, c'est le montant du projet WASH dans 12 communautés et écoles des cercles de Bandiagara, Bankassé et Koro. Durant 8 mois, ce projet va réaliser plusieurs infrastructures hydrauliques et d'assainissement. La mise en œuvre de ce projet est assurée par la direction régionale de l'hydraulique de Mopti, Idrissa Keïta. Améliorer l'accès des populations à des infrastructures d'hydraulique et d'assainissement, c'est l'objectif du projet WASH qui vient d'être lancé à Bandiagara. Le projet présenté aux autorités administratives, services techniques et bénéficiaires couvre les cercles de Bandiagara, Bankas et Koro. Le coût est d'environ 600 millions de francs CFA. Il est résolu de cette enquête retenir 12 communautés dans lesquels on devrait réaliser des points d'eau potable, certains ouvrages d'assainissement dans certains centres de santé et aussi dans certaines écoles réparties à travers les 12 communes. Ce projet est la bienvenue, surtout l'eau, hygiène, assainissement. Nous sommes dans une zone où il y a pénurie d'eau en même temps, il y a des maladies hydriques et surtout en cette période, des crises. D'une durée de 8 mois, le projet WASH va s'appesantir sur plusieurs activités, dont la réalisation de 6 nouvelles adductions d'eau sommaire et la réhabilitation de 5 adductions d'eau. L'eau potable pose énormément de problèmes du point de vue nappe phréatique qui est très profond, relief
hydrique et ressources hydriques très très profondes, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile de trouver l'eau en quantité abondante. Ce projet est salutaire qui vient en appui de nombreuses populations. Les questions-réponses sur les ouvrages à réaliser ont permis aux participants de mieux comprendre l'impact du projet WASH financé sur le Fonds Canada, BMZ et Fonds Climat Mali de l'UNICEF. Remise des insignes, attestations et drapeaux par le gouverneur de la région de Bougouni au chef de village, quartier et fraction. Une cérémonie qui a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région, nous dit Jafara Idara. Cette remise d'insignes, d'attestations et de drapeaux revêt une importance capitale et s'inscrit en droite ligne de la révalorisation des autorités traditionnelles et coutumières et marque la concrétisation de la volonté constante des plus hautes autorités de notre pays. Nous nous réjouissons beaucoup parce que c'est une nouvelle marque, une autre étape dans la vie de tous les chefs de village. À travers cela, je voudrais lancer à mes camarades chefs de village, à mes collègues chefs de village, et d'être encore plus assidus, plus combatifs, pour aider les nouvelles autorités à former ou à forger le nouveau Mali. Le chef de l'exécutif régional s'est adressé aux récipiendaires d'exercer leurs fonctions en toute impartialité dans la recherche de la satisfaction de l'intérêt général. Les chefs de village, de fractions et de quartiers sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions officielles à hisser dans la cour de leur domicile l'emblème national, à porter un insigne distinctif. Au cours de cette remise d'insignes et d'attestations aux chefs de village, chefs de quartier et fractions, le gouverneur a fait des annonces fortes, à savoir courant 2022-2023, de la construction d'au moins une compagnie d'infanterie mécanisée à Bougouni. La construction de la maison de jeunes de Bougouni pour un budget de 100 millions de francs CFA. L'extension du CSRF de Bougouni en hôpital du district, la construction de la maison des handicapés, les financements acquis pour la construction de la route Bougouni-Manakoro frontière Côte d'Ivoire, la construction de la route Massigi-Sanso jusqu'à l'intersection de Koumantou, la poursuite de la construction de la brigade des gendarmes de Bougouni, parmi tant d'autres. La cérémonie a pris fin par la visite du vestibule de la chefferie de Bougouni, dont les travaux sont exécutés à 60%, et le chantier du nouveau gouvernorat, dont les travaux évoluent à hauteur de souhait. Et le point Covid-19 du jour, ce mardi, les services de santé n'ont enregistré aucun nouveau cas positif sur 788 tests réalisés. On note également 0 guéri et pas de décès à ce jour. 8 patients sont sous traitement. Néanmoins, les autorités appellent toujours au respect strict des mesures de prévention contre le Covid-19 au Mali. C'est l'essentiel de l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, Inch'Allah. Très bon moment de télé à notre compagnie. Bonsoir.